Réveille ton bise, tin, tin, tin. Réveille ton bise. Bienvenue sur Réveille ton bise, le podcast qui t'aide à y voir plus clair quand tu ne sais plus trop où tu vas et que tu as envisagé au moins une fois de fermer ta boîte à 2h32 du mat après une énième insomnie. Moi, c'est Justine Arma. Je suis entrepreneur depuis 2018. Mon job, t'aider à traverser les creux, retrouver de la clarté et redonner du sens à ton activité avec plus de kiff et évidemment moins de pression. Parce que oui, persévérer, ça peut aussi rimer avec envie de bosser moins. Alors si aujourd'hui t'as autant d'entrain que le mec de ta meilleure amie traîner à un karaoké un soir de pluie, alors t'es au bon endroit. Prends un café, un carnet et bonne écoute. Salut Christelle, Salut Justine. comment tu vas? Bah écoute, je suis hyper contente d'être là et de te découvrir dans la foulée. Et moi donc, c'est moi qui suis la plus ravie, je suis sûre entre nous deux, que tu sois présente dans mon podcast aujourd'hui. Vraiment, c'était une super opportunité pour moi de pouvoir te recevoir, de pouvoir parler de ton sujet, de pouvoir évidemment présenter ton livre parce que c'est du coup le cœur de l'épisode. Vraiment, c'est moi qui suis la plus heureuse de nous deux, j'en suis certaine. Je sais pas. Euh, Tu sais pas, si, je t'assure, je t'assure. Ne commence pas à me contredire, ça va pas le faire. Du coup, avant d'entrer dans le vif du sujet, je me suis permise de faire une petite introduction. Tu as évidemment le droit de me reprendre, de me stopper, de me dire: «Mais Justine, tu racontes n'importe quoi, c'est pas ça, je ne suis pas cette personne-là, tu t'es trompée». Normalement, j'ai fait mon travail correctement à force d'interviews, mais sait-on jamais. De toute façon, je te laisserai, l'opportunité d'apporter, des précisions sur ta présentation, sur le sujet, puisque c'est toi l'experte du jour. Donc, pour toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, on va parler d'un sujet que bien souvent on pense maîtriser, mais qui en réalité nous dirige bien plus que nous pouvons l'imaginer. Évidemment, il n'y a pas que le temps dans la vie qui nous dirige, il y a aussi l'argent. Et pas celui que l'on veut gagner forcément plus, celui justement qu'on évite regarder plus tôt. Celui qui peut nous donner l'impression que tout va bien jusqu'au moment où en fait ça va plus du tout. Et on sait de quoi on parle ici aujourd'hui. Parce qu'on nous a appris à croire que le problème, ce n'était pas de ne pas gagner assez, mais en réalité, le problème, c'est plutôt la relation que l'on entretient avec l'argent. Alors, aujourd'hui, je reçois Christelle Mossack pour parler de ça. Tu es investisseuse, accompagnante et autrice du livre Argent et entrepreneuriat au féminin. Tadam! Et du coup, tu nous proposes un livre qui nous promet pas de faire plus, mais qui vient plutôt déconstruire quelque chose de plus profond. L'idée que la sécurité financière ne dépend pas juste du chiffre d'affaires, puisque dans cet épisode, on va pas parler spécialement d'objectifs à 10K. On ne cherche pas les SMIC LinkedIn ici, mais plutôt parler de montagnes russes, de ces mois où on respire et de ces mois où en fait on n'a plus d'air, de ces moments où justement malgré son business, malgré les ventes, on peut ne pas toujours se sentir en sécurité et surtout quand il y a ce basculement intérieur, encore une fois, je connais bien ce sujet-là, l'ayant traversé. Justement, il y a une crise et finalement on arrive à remonter et on s'arrête d'attendre, que l'argent nous rassure pour commencer à enfin reprendre le pouvoir dessus. Est-ce que j'ai dit des bêtises? Mais c'est parfait. Je veux bien que tu le refasses une deuxième fois. Non, je plaisante. Non. Bon ben voilà, c'est fait. Parfait. Mais c'est ça. Écoute, je suis hyper contente tellement d'aborder ce sujet avec toi parce que tu vois, on parle. On le sait, on le dit, on le répète depuis tant de temps que l'argent, c'est un tabou dans notre société et encore plus en France. Mais l'argent est aussi un tabou sur la partie entrepreneuriale, mais sur le côté effectivement montagne russe, comme je l'ai baptisé. C'est venu, tu vois, d'une interview que j'ai eue pour lancer ce projet livre. J'ai eu plusieurs entrepreneurs qui m'ont un petit peu expliqué leur réalité financière et j'en ai une qui m'a sorti ce côté. C'est tellement pénible de vivre l'effet yo financier. Et là, j'ai vraiment eu un déclic et je me dis: «Mais c'est tellement ça, on n'en parle pas, on n'ose pas le dire» parce que quelque part ça renvoie au fait que on n'est pas capable d'arriver à vivre ces fluctuations et pas capable d'arriver à vivre tout le court de son activité. Donc on ne dit rien et on subit et peut-être même dans certains cas, on retourne dans le salariat, mais dans le Ouais. silence en fait. Exactement.
Est-ce que tu as besoin d'apporter des précisions sur qui tu es, ce que tu fais, avec qui tu le fais, et cetera? Alors je vais expliquer que j'accompagne des femmes entrepreneurs, justement sur la partie, financière. Comme tu le disais, c'est pas l'objectif de gagner plus, c'est de gagner mieux, de vivre mieux en fait avec ce qu'on a en lien avec nos valeurs, notre contexte de vie, nos projets, nos attentes. Voilà, que ça soit vraiment une belle harmonie entre nos finances perso et nos finances pro. J'imagine, qu'il s'est passé quelque chose pour que tu arrives, dans sur ce sujet, cette thématique, et que tu toi-même accompagnes, ces entreprises. Ouais, des contextes de vie déjà, tu sais, des événements type, ma séparation, mon divorce, et puis forcément aussi des moments où oui, tu as l'effet haut, comme tu le dis, des effets où tu dis: «Waouh, je suis la reine du monde, ça y est, j'ai fait plusieurs lancements, tout me réussit». Puis des moments où, c'est le désert en fait, c'est le calme plat. Et là, je parle pas seulement du mois d'août, hein, où là, à la rigueur, on peut se dire: «Oh, c'est normal». Quand on est organisé, ça passe. C'est des fois le mois de janvier où tu dis: «Bah non», ou le mois de septembre où tu dis: «Normalement, c'est quand même la rentrée pour tout le monde», et c'est c'est creux, c'est le silence. Donc voilà, effectivement, moi je ce livre pour moi, c'est vraiment une quelque part un livre qui déculpabilise en fait, pour montrer que moi je l'ai vécu et qu'on le vit toutes et que c'est aussi normal. C'est pour moi remettre juste de la normalité, sur ces fluctuations. Parce que je me suis aperçue que on ça je l'avais quand même en tête, mais là vraiment le fait de l'avoir, mis en mots, tu vois, dans ce livre, c'est de voir comme, on est tellement influencé par le modèle salarial, par ce côté linéaire, constance. Donc ça, c'est le modèle salarial, et le modèle, on va dire, économiste, c'est, je vois des courbes et elles doivent être forcément ascendantes, forcément en croissance. Donc tu vois, on a évolué sur ces 2 modes on va dire, de lecture, et sauf que ça s'applique pas pour nous, et du coup, on se le reproche aussi, on ne comprend pas. Donc c'est juste qu'on met de la normalité sur ce qu'on vit. Est-ce que justement tu as eu un moment précis où tu t'es dit: «OK, je peux plus continuer comme ça»? Oui, je vais avoir, 2 moments, je pense. Enfin, j'en ai plusieurs, mais je vais en sélectionner 2. Le premier moment, c'était, en 2019. Ça faisait déjà 2 ans que je m'étais lancée dans l'entrepreneuriat. Les 2 ans, c'est la fin de mes allocs chômage. Et tu vois? C'est vraiment typiquement le moment où tu dis: «Bon, je vais arrêter de jouer dans ma cour de récréation, je vais peut-être faire quelque chose plus stable». Mais c'était surtout beaucoup plus important parce que je clairement, à cette époque-là, j'arrivais pas à en vivre. C'était un peu comme mon argent de poche, et que mes allocs chômage, c'était ma rémunération. Sauf qu'évidemment, on le sait, hein, que ça a une fin. Mais bon, tant que ça n'arrive pas là, bon. Et vraiment, ça a été un gros déclic, puisqu'à ce moment-là, quand j'ai su que mes allocs, se terminaient, enfin, je le savais, mais quand je les ai vraiment vus venir, 1 mois plus tard, j'ai lancé mon premier accompagnement, mais un accompagnement à plusieurs chiffres. Mais alors que je me sentais complètement incapable, tu vois? C'était quelque chose que je repoussais. Mais derrière, ça a été vraiment ce côté, je lance quelque chose qui me semble extrêmement inconfortable, mais parce que je ne me laisse plus le choix. J'avais aussi ce côté, je ne peux pas demander à mon mari de l'aide financière. À cette époque-là, j'étais encore mariée, et là, c'est vraiment venu me chercher au fond des tripes. Je ne peux pas demander de l'aide, en fait. Je ne veux pas dépendre de lui, je ne veux pas demander de l'aide, et ça m'a amené à me booster. Alors, maintenant, je le dis quand même très souvent, je dis: «C'est pas forcément ce que je recommande à chacun, de se retrouver, tu vois, dans un espèce d'impasse où tu te laisses plus le choix, parce que ça t'amène quand même dans une urgence quand même incroyable, une telle pression, et je pense qu'on peut être très créatif et se générer un beau chiffre d'affaires, mais depuis aussi un espace de joie, tu vois, sans avoir cette pression-là. Donc ça a été le premier moment, et je pense que le deuxième moment, ça a été mon divorce, en fait. Le moment où, en tout cas, mon avocate est venue me chercher pour me demander d'être au clair, en fait, sur mes finances perso et pro, et aussi, et la projection de retraite. Et la projection de retraite, c'est vraiment quelque chose que j'avais même pas créé mon compte sur, Info Retraite, tu vois? Je je savais pas du tout. Donc tu vois, là, vraiment le côté autruche, en se disant: «Oui, je sais que je ne gagnerai rien en retraite, mais en même temps, je regarde pas non plus». Donc ça aussi, ça a été un gros déclic, parce qu'à partir de là, quand j'ai vu ce chiffre-là, eh bien, paradoxalement, ça m'a beaucoup rassurée, parce que je me suis dit: «Bon,
c'est pas si catastrophique que ça. C'est-à-dire, c'était pas en mode projection à 0 €. C'était pas énorme, mais c'est pas non plus du zéro. Donc je me suis dit: «Oh bah, si jamais c'est ça, bah, c'est déjà pas si mal». Et en même temps, ça m'a amené à mettre des choses que j'avais pas forcément mis en place jusqu'alors. C'est-à-dire, comment optimiser mes placements que j'avais avec tu vois, mon ex-mari et comment faire en sorte de valoriser davantage ses placements. Faire en sorte que ce soit pas placé que sur le livret et si j'investis pour ma retraite, quels sont les meilleurs placements adaptés quand on est entrepreneur comme moi? Voilà, je me suis vraiment penchée et je me suis même passionnée pour ce sujet. Donc ça a amené au final, tu vois, voir ces chiffres, ça a amené aussi, de belles choses finalement. C'était pas si Bien sûr. inconfortable. C'est inconfortable au moment où tu tu sais, ces microsecondes où tu dis: «Ah, il faut que je clique». Tu sais, c'est tu sais, la même chose quand tu dois regarder ton compte, même si tu sais que c'est pas top, mais tu oses pas trop regarder, donc mais paradoxalement, encore une fois, quand tu vois ces chiffres, tu dis: «OK, bon, maintenant je le sais. Qu'est-ce que je peux faire maintenant, de différent, en fait, autrement?» C'est vrai que l'inconfort parfois et les décisions émotionnelles sont faites quand on s'éloigne de plus en plus du factuel et en plus, aujourd'hui, je le dis plein de fois, mais peut-être que tu étais pas au courant, je suis dyscalculique à la base. Donc autant te dire que, dans mon éducation scolaire, dès le CE1, j'ai été biberonnée à «je suis feignante» ou «je suis nulle» puisque aujourd'hui, 34 ans, je ne connais toujours pas ma table de 3. Voilà, c'est comme ça. Et du coup, jusque tu vois, ça m'a suivi jusque même en fac de psycho. Il y avait beaucoup de stats, beaucoup de ouais, c'était très compliqué les sciences et cetera. Ça m'a suivi de ce truc de, bah, en fait, je suis nulle en maths, donc je ne connais pas les chiffres, donc ça va être compliqué financièrement, la gestion de mon business et cetera. Et là où ça m'a fait vraiment un gros électrochoc, c'est quand je suis passée en société. Donc passer de la micro à la société où là, en fait, tu es obligé de regarder tes chiffres. C'est une autre gestion, c'est une autre gymnastique et c'est encore plus loin de ce que je faisais déjà approximativement. Et ça me demandait vraiment un truc de il faut que j'oublie tout ce qu'on m'a dit pour que je fasse les choses comme je peux, déjà toute seule et que je le comprenne pour que je puisse prendre des décisions cohérentes pour mon business. Parce que je pouvais en 2 jours d'espace me dire: «Ça y est, demain je plante ma boîte, je la ferme». Juste parce que je comprenais pas mes tableaux de bord, tu vois? Et donc à force d'erreurs et cetera, bah, je me suis rendu compte que ce qui m'empêchait en fait de pouvoir, piloter, c'était en fait tout le stress que je me mettais sur mes pensées de base de: «Je suis nulle, donc je vais planter ma boîte» et tout ce truc de comme je ne comprends pas ce qui se passe, toutes les décisions que je prends, c'est un peu au doigt mouillé et beaucoup, beaucoup de très mauvaises intuitions, parce que genre juste, c'est pas cohérent, tu vois? Et donc c'est pour ça que je précise ça, c'est que l'inconfort souvent il est là parce qu'on s'éloigne des décisions factuelles et que comme on sait pas, on tâtonne, tu vois? Et c'est ça qui crée aussi pas mal de friction, je pense. Ouais, je te rejoins, mais tellement, donc je ne savais pas te concernant et je me retrouve aussi dans ce que tu partages parce que j'ai été élevée aussi par une maman, qui m'a répété, «Ma fille, tu n'es pas une matheuse, c'est plutôt ton frère, mais toi, tu es plutôt une littéraire». Donc bon, OK, je me suis orientée, j'étais au final, je me souviens d'avoir eu des cours avec un prof particulier pendant au moins 2 ans, tellement j'étais nulle pour m'aider tu vois, pendant le lycée. Et j'ai fait des études d'histoire, donc plutôt sur le principe, tu peux dire: «Oh, c'est quand même éloigné des maths», mais comme toi, il y a eu quand même des chiffres, forcément, la partie, tu sais, démographie, des études, bon, tu fais avec. Tu sais que c'est pas heureusement le cœur de ton de ton activité, mais tu fais avec. Et je te rejoins tellement parce que je me suis dit, mais pendant tellement longtemps, je me suis dit: «Je n'aime pas les maths, je n'aime pas les chiffres». Du coup, je fais le lien avec je n'aime pas, suivre mes chiffres, mes propres chiffres. De toute façon, je ne comprends pas. Hem et comme toi, le passage, micro-entrepreneur à société, là, pareil, je me souviens que je me suis pas laissé le choix. Je me suis dit: «Bon, là, les dépenses que je listais pas, parce qu'on me demandait pas de les lister, je tenais juste très au clair mes recettes, hein, mais pas les dépenses». Je me suis, bah, j'ai mis en bah, ouais, je suis entrée dans un mode pilotage avec tableau de bord, avec, tout ce qui était nécessaire. Mais je pense que ce qui est aidant dans ces moments-là, c'est tu te dis: «OK, je fais à ma sauce aussi». C'est-à-dire que idéalement, je me fais quand même accompagner par quelqu'un qui sait faire, parce que partir, quand on ne sait pas, c'est quand même compliqué. Après, c'est se réapproprier, tu vois, ces outils, c'est même reformuler parce que, par exemple, en comptabilité, on parle de points morts, par exemple.
Tu sais, il y a des jargons, moi, qui ne me parlaient pas du tout, que je ne comprenais pas. En fait, au fur et à mesure, j'ai fait à ma sauce aussi, j'ai renommé par seuil d'équilibre, par exemple, enfin, peu importe. Et à partir de là, c'était beaucoup plus facile, en fait. Et on se dit: «Bah, finalement, je suis pas si nulle» et je me sens même, assez, on va dire à l'aise pour pouvoir faire ce que je veux, en fait, adapter les choses, les outils à ma sauce, quoi. J'ai eu 2 revanches dans ma vie, par rapport à ça. C'est qu'en sortie de BTS Management, j'ai été embauchée, dans une banque. Donc j'ai été banquière, conseillère clientèle multimédia et vraiment je rigolais avec ma mère, je disais: «Mais la nana qui est dyscalculique quoi, qui a fait son bac littéraire, qui a pris option lourde théâtre, qui est allée en fac de psycho, qui a pas validé sa licence à cause des sciences parce que non, ça rentrait pas et cetera. Elle termine banquière quoi, en fait. Assez fou. Puis ensuite, quand j'ai eu, ma traversée du désert, 2024-2025, je suis allée dans une autre entreprise et donc j'étais customer care chez Indy, qui est une start-up de gestion administrative et comptable. Et donc, j'ai accompagné des centaines et des centaines de milliers, peut-être pas de milliers, mais en tout cas des centaines et des centaines d'entreprises individuelles, que ce soit la micro ou l'entreprise individuelle au réel. Et c'était complètement fou. Je me disais, mais en fait, c'est dingue parce que Madame Birker, qui m'a traumatisée au CE1, qui me disait à quel point j'étais nulle et qui m'envoyait dans mon coin parce que j'arrivais pas à lever l'ardoise à temps, j'accompagne aujourd'hui des entreprises à améliorer leur comptabilité, la gestion de leurs chiffres. Et puis, même dans les accompagnements que j'ai, c'est un véritable levier de développement business plus que une obligation comptable administrative en réalité. Donc, voilà, la vie apporte quand même des choses pour qu'on puisse quand même à un moment donné prendre sa revanche. Exactement, la vie, tu pas laissé le choix, au final, tu es: «OK ma cocotte, et ben, tu vas quand même y aller». T'es pas une mateuse, mais on te lance quand même, t'inquiète pas, tu vas savoir nager, ça va aller. Revenons un petit peu au sujet argent. Aujourd'hui, quand tu accompagnes donc des entrepreneurs, plutôt entrepreneuses du coup, qu'est-ce que tu vois le plus au sujet de l'argent? C'est quoi les pensées, qu'elles ont, plus facilement ou les phrases qui reviennent et puis peut-être qu'il y a une honte derrière tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui revient très souvent, c'est, je n'ai pas eu d'éducation financière, donc c'est pour ça que je suis à ce stade-là et ce qui revient en plus derrière, c'est alors non, au début, c'est: j'ai de l'argent qui dort, donc typiquement, tu vois, de l'argent qui est mis sur des livrets ou compte courant et des fortes sommes, hein, sur compte courant. Je sais que ça dort, mais j'ai peur de faire quelque chose mais je sais aussi que c'est lié à mon manque d'éducation financière. Donc ça, c'est ce qu'elles se disent. Ce qui est en partie vrai, mais souvent je leur dis: «On évolue dans une société où on a accès maintenant à énormément d'informations, donc si on veut s'éduquer financièrement, on a cette chance quand même de pouvoir, le faire». Souvent, c'est un manque déjà de sens, d'envie. Pourquoi m'éduquer financièrement? De façon logique, oui, je sais que c'est important, mais en même temps, j'arrive quand même pas à mettre du sens dans ce que tu vois? Dans la valeur, on va dire. Pour moi, c'est pas une valeur, je vois pas trop, pourquoi le faire et peut-être que c'est même encore trop tôt pour. Donc manque de sens et puis manque de confiance, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. On m'a tellement, dit que je n'étais pas capable de gérer mes chiffres, de suivre, de comprendre, de calculer que du coup, ben, tu vois, je continue encore à me le trimballer quoi, que ça soit évidemment sur la finance perso et puis sur la finance pro. Et tout ça, ça va créer du coup une insécurité financière, c'est bien ça? Ça crée une insécurité, ça crée, beaucoup de honte, et de culpabilité, de honte pour soi, de culpabilité par rapport aux autres aussi. C'est-à-dire qu'en tant que femme, tu vois, moi j'accompagne beaucoup de femmes qui ont 40-45 ans, qui sont soit encore mariées, mais du coup, elles ont l'impression de poser un peu cette charge financière sur le foyer, tu vois? C'est-à-dire c'est monsieur qui heureusement que monsieur est là parce que moi je suis pas encore en mesure d'arriver suffisamment à bien vivre de mon activité, et ça peut aussi plomber du coup les loisirs de la famille et cetera. Donc tu vois, culpabilité parce que ça peut, plomber, on va dire, entre guillemets «les finances» de la famille et les projets. Hem ouais et puis de la honte en fait, se dire, en fait quand tu as 45 ans, tu dis: «C'est quand même beaucoup, enfin j'enclenche un nouveau tournant dans ma vie», tu vois? Une nouvelle étape et j'ai envie de maintenant de faire autrement en fait. Tu vois? À la fois, il y a ce côté, je ressens de la honte, de la culpabilité et à la fois ce côté, je me réveille, tu vois? On parle souvent de la crise de la quarantaine, mais ça je le vois très, très souvent. Ce sont des femmes qui ont tu vois, les enfants sont plus grands, donc elles retrouvent plus de temps pour elles. Elles se sont lancées dans l'entrepreneuriat, ça c'est un projet de cœur et elles se disent à peu près dans les mêmes temps: «Bon, bah, maintenant, c'est important que les finances prennent leur place, en fait. Je me sens plus prête et j'ai plus de temps
plus d'énergie aussi pour m'y mettre. Parce qu'il y a une vraie réalité aussi, c'est que jusqu'alors, quand on est maman, des enfants à gérer, enfin toutes les contraintes que ça peut représenter, bah, on se dit: «Bah, non, on délègue en fait. J'ai pas le temps de m'en occuper, déjà que j'ai pas l'envie et en plus j'ai pas le temps». Et du coup, quand ce sujet vient sur la table, c'est-à-dire qu'il y a vraiment et du sens et de l'énergie et du temps, ce qu'elle pense être la solution, c'est donc de gagner plus. C'est déjà de se préparer pour la suite, parce que ça, il y a vraiment une insécurité, surtout quand on est entrepreneur, à se dire, mine de rien, j'entame une nouvelle période, nouvelle décennie en fait pour la suite. Des fois, j'ai des personnes qui ont 50-55 ans, donc là, tu vois, l'échéance de la retraite, elle est encore plus proche et là, de se dire: «Bon, là, je le fais», tu vois, je le fais peut-être plus sur quelque chose de type retraite, à la rigueur peut-être, études des enfants, mais c'est plus la retraite en fait. C'est vraiment un sujet anxiogène et aussi parce qu'on se le dit déjà d'une façon générale, même pour les salariés, pas de retraite, mais alors quand tu es entrepreneur, c'est un peu comme si tu étais doublement puni en fait. Donc donc voilà, il y a vraiment ce côté, je veux prendre les choses en main, pas forcément pour gagner plus, mais plus pour le côté, j'ai envie de préparer la suite et il y a quand même, je rajoute quand même une autre nuance, c'est le côté, j'ai envie de diversifier parce que là, je sens que j'ai un peu mis, tous mes œufs dans le même panier, c'est-à-dire, sur l'entrepreneuriat, mais je vois aussi que certaines fois, bah, c'est compliqué parce que c'est fluctuant et je mets beaucoup de pression financière sur ma boîte et j'ai pas envie de me mettre autant de pression sur ma boîte et sur moi. Donc j'aimerais bien aussi diversifier. Donc c'est pas le côté forcément, alors évidemment, il y a quand même un côté un peu je veux plus, mais c'est vraiment le côté je veux avoir par ailleurs, si jamais il y a un pan de mon activité que j'ai envie de mettre en pause, qu'il y ait d'autres, sources en fait qui prennent le relais. Donc la diversification, elle se fait pas uniquement qu'au sein de l'entreprise, elle peut aussi se faire ailleurs, via des investissements, via du placement, via de l'épargne, et cetera, si j'ai bien C'est compris. ça. En fait, la diversification, comme tu l'as dit, déjà, c'est au niveau de son entreprise, c'est de se dire: «Bon, bah, est-ce que j'ai qu'une offre ou est-ce que je peux avoir différentes offres? Est-ce que je peux avoir différents publics? Est-ce que je peux avoir aussi des partenariats, faire de l'affiliation?» Il y a plein de choses qu'on peut évidemment entreprendre dans son entreprise, mais en dehors, et c'est ce que j'ai appliqué aussi de mon côté, c'est, quels sont les autres leviers de revenus? L'immobilier, par exemple. Puis après, alors là, c'est des leviers de revenus, différés, mais la bourse aussi. C'est ce côté, bon, je prépare la suite. Qu'est-ce que je peux Et du coup, ce qui empêche les entrepreneuses d'aller dans ce stade de diversification en dehors de leur entreprise, c'est surtout, entre guillemets, «le manque d'éducation financière». manque d'éducation. Alors, je rajoute une chose en t'écoutant, ce qui revient aussi souvent, c'est: «J'ai pas assez». Mmh. Donc c'est peut-être trop tôt, en fait, pour moi, tu vois, de mettre de l'argent et quand je te dis: «J'ai pas assez», ça, c'est variable aussi d'une personne à une autre, hein. C'est-à-dire, des fois, des personnes qui me disent qu'elles n'ont pas assez, elles ont un livret à blindé à 24 000, 22 000, tu vois? Donc mmh, ça dépend d'une personne à une autre. Mais en tout cas, le côté: «J'ai peut-être pas assez pour pouvoir entreprendre», que ça soit sur la partie IMO ou sur la partie bourse. Et puis j'ai peut-être pas le statut aussi, qui est adapté pour pouvoir investir. Donc là, c'est plus, effectivement lié à l'immobilier parce que c'est effectivement plus compliqué quand on est à son compte d'investir en immobilier, surtout quand on est maman solo et voilà, avec un CA, fluctuant. Mais la bourse, ça c'est ce que je répète souvent, c'est là typiquement on peut le faire vraiment en bénéficiant de l'effet cumulé avec des petites sommes chaque mois, peu importe la somme, même 1 €, c'est déjà une dynamique, en fait, c'est déjà s'inscrire dans une dynamique. Une fois que tu as, abordé ce discours-là et que tu as, un peu dépoté, ces croyances de «j'ai pas assez», «c'est pas le bon moment», «c'est trop tôt», et cetera, à quel moment se fait le point de bascule pour tes clientes, pour mettre justement le feu vert de: «OK Christelle, allons-y, je te suis, je vais diversifier, je vais, travailler ma sécurité, financière et puis, voilà, va y avoir, des choses qui vont être mises en place»? En fait, il y a un point de bascule quand on pose les chiffres. Quand on est là, on calcule, on voit ce qu'on a réellement, déjà, d'une part, et d'autre part, quand je les amène à calculer ce qu'elles voudraient idéalement gagner. Alors, ce que je chiffre avec elles, c'est la vie idéale annuelle. Et là, c'est vraiment une vie idéale annuelle qui est déconnectée. Je les amène à se déconnecter de ce qu'elles ont pu entendre, de ce qu'elles peuvent projeter. Tu vois, tu parlais tout à l'heure de l'effet 10K, par exemple, 100K. Moi, j'ai été pendant longtemps sur ce virage du 100K annuel, mais sans forcément comprendre que quand tu mets tes chiffres
d'une part et quand tu le lis avec ce qui est important pour toi, c'est-à-dire les projets que tu as envie de financer tout au long de l'année, les voyages notamment, les loisirs, peu importe, enfin bref, tu mets vraiment ça dans une certaine honnêteté, pour toi, tu te rends compte que tu as pas forcément besoin d'autant et donc là, ça amène vraiment, tu vois, beaucoup de soulagement, en fait et de dire: «OK, ben, finalement, ce chiffre vers lequel je courais ne me correspond pas à moi». Donc ça, déjà, c'est un vrai point de bascule parce qu'on se du coup, on se met moins de pression, financière et puis le deuxième point de bascule, c'est quand elle commence à investir réellement. Là, je les amène, tu vois, sur le terrain, évidemment en les ayant formées, en s'assurant aussi que ça répond bien à leurs attentes et qu'elles en ont envie, parce que là, je fais vraiment ma casquette, tu vois, de formatrice et elles comprennent que, encore une fois, même avec une toute petite somme, elles entreprennent, elles prennent la place, tu vois, sur un échiquier financier qui est, pour le moment, pour elles, renvoyait plutôt à un échiquier, enfin, à une «scène de jeu» entre guillemets, qu'elles pouvaient diaboliser ou en tout cas se dire: «C'est pour les hommes», inaccessible, incompréhensible et là, ben, finalement, c'est bien plus simple qu'il n'y paraît et je peux même y prendre de l'envie, tu vois, du goût et je vois même d'ailleurs, je peux même investir dans des entreprises qui ont réellement du sens pour moi. Donc là, tu vois, tu passes d'une posture où un peu, qui était jusqu'alors, très distante à une nouvelle posture où tu t'entreprends réellement, en fait. Tu vois, tu mets ta casquette d'entrepreneuse, mais sur cette scène alors quand je parle là c'est de la scène boursière, hein, parce qu'encore une fois, c'est simple, en fait, tu peux le faire assez rapidement et tu es vraiment dans une posture d'action, en fait et là, ça amène tout de suite à je vois que je suis capable de faire, en fait. Trop bien, hyper intéressant. Et qu'est-ce que ça change concrètement après cette mise en mouvement, ces actions-là dans leur vie? Parce que comme tu l'as dit, alors notamment par rapport à l'effet cumulé, c'est bien plus tard qu'il va y avoir un changement, on va dire, matériel, tangible. Mais j'imagine qu'il se passe plein de changements dans la vie, dans la posture, dans les croyances, dans le mindset, dans le comportement de la personne. En fait, ce qui se fait, enfin, ce que je constate très souvent, c'est que elles en parlent beaucoup. En tout cas, elles se sentent plus capables d'en parler autour d'elles. Donc déjà au niveau de leur cercle restreint, c'est-à-dire familial, conjoint, même enfant, même parents en fait, ça ouvre la parole en fait sur un sujet qui pouvait justement rester tabou jusqu'à maintenant. Tu vois, je l'ai même vécu avec mes propres parents et je peux te dire que c'était un sujet qu'on abordait peu, même si moi c'était mon activité. Mais bon, ils étaient pas du tout friands et puis moi je suis pas du genre à imposer les choses. Je me dis: «Tant qu'on vient pas me chercher, je n'impose pas». Donc ça ouvre en fait les discussions, et ça a un effet assez vertueux parce que du coup les gens eux-mêmes en fait ont envie de s'y mettre, font bouger aussi les choses de leur côté, même les enfants, comprennent en fait. Donc pour moi c'est un peu, tu vois, une éducation financière qui se fait à que ça soit pour les aïeux et pour les enfants. C'est ce que je vois et puis aussi des nouvelles discussions qui vont s'engager auprès de banquiers, de conseillers en gestion de patrimoine, de courtiers, si elles ont et en général, ça ouvre, tu vois, à des projets d'investissement qui peuvent être même plus importants. Mais là, c'est: «OK, maintenant j'ai eu rendez-vous, j'ai compris ce que la personne m'a dit, j'ai pu lui poser un certain nombre de questions et je me sentais pas bête, en fait, tu vois? Je me sentais à ma place, je me sentais en fait et ça, c'est énorme. Pour moi, c'est la plus belle, tu vois? La confiance financière, c'est on n'en parle pas, mais c'est pour moi, c'est celle qui ouvre après toutes les portes, pour une nouvelle dynamique, justement, au niveau de notre patrimoine. J'aimerais juste revenir sur parce que je suis sûre que nos auditrices vont forcément se dire: «Oui, mais elles sont bien mignonnes elles 2, mais c'est trop tôt», comme tu l'as dit. On parle de chiffre d'affaires, on parle de 10 K, on parle de diversifier mes offres, mais c'est sûr, j'ai pas assez. Est-ce que toi, tu pourrais nous partager peut-être, alors on est bien consciente que le moment idéal n'existe pas dans la vie, que c'est jamais trop tôt, peut-être jamais trop tard, que le moment idéal, c'est le moment où on décide d'y aller et c'était peut-être hier ou aujourd'hui. Mais peut-être que tu as peut-être une jauge, un levier, une estimation de c'est quand, en fait, le meilleur moment pour soi, et à partir de combien environ, alors peut-être pas combien, mais peut-être que c'est, un matelas de sécurité personnel avant de se lancer ailleurs. Enfin bref, je te laisse, nous apporter tes meilleures lumières. Déjà, effectivement, le filet de sécurité, pour moi, c'était une condition
C'est tellement important, quel que soit le stade, hein, dans lequel on passe, qu'on soit salarié, qu'on envisage de se lancer dans l'entrepreneuriat ou qu'on soit déjà lancé, d'avoir un filet de sécurité. Et là, c'est variable d'une personne à une autre. C'est-à-dire, moi, ce que j'aime bien poser comme question, c'est quelle est la somme où vous vous sentez confortable, où vous sentez que vous avez X mois devant vous, où vous vous dites, si jamais j'ai envie de me mettre en pause, bah, voilà, ça correspond peut-être 3 mois, 6 mois, 1 an. Tu vois? Ça encore une fois, ça dépend de beaucoup de personnes. Mais elle est hyper importante cette question parce que encore une fois, comme en France, on a quand même un profil, écureuil que je rebaptise, accumulateur. On a vraiment tellement de personnes qui sont dans ce côté, ben, filet de précaution, c'est important, donc je vais en mettre même trop, mais du coup, ça va nous pénaliser sur le côté, ben, j'investis de façon dynamique. Donc ça, c'est vraiment important aussi de se dire: quel est que je sois un peu au clair sur ce filet de sécurité, mais que j'aille pas au-delà, en fait. Ça sert à rien de blinder, de surblinder, d'ouvrir, 3 livrets, enfin 4 livrets et cetera. Donné, non, c'est juste se dire: «C'est ça, je sais à quoi ça correspond, à combien de mois» et à partir de là, tu vois, d'aller vraiment sur un côté, bah, OK, là, j'y vais sur, on va dire, de façon encore une fois plus dynamique. L'autre chose que j'aime, montrer et je l'ai même montré à mes ados, c'est le principe de, bah, l'effet cumulé dont on a parlé, c'est-à-dire le calculer leur montrer l'effet intérêt composé et c'est hyper intéressant ce côté exponentiel. Qu'on aime les chiffres ou pas, on s'en fout. Tu peux trouver ça sur internet, tu tapes calculette intérêt composé et juste voir ce côté et alors là, si je mets 100 € par mois et que je le place à, on va dire à 8%. Donc après tu vas me dire: «OK, comment tu les trouves ces 8%?» C'est encore une autre question. Mais je les pose, je les mets à 8% par an et je les place pendant, on va dire, 20 ans. Combien ça va me faire? Et souvent, alors là, j'ai j'ai pas refait le calcul, mais ça fait vraiment une belle enveloppe et je trouve ça hyper intéressant parce que tu vois, il y a ce côté exponentiel et ce côté, c'est quand même accessible parce que finalement, je peux partir, encore une fois avec tu vois, une certaine somme. Donc ça, c'est ce que j'aime, c'est ce que j'aime bien montrer. Et du coup, je sais pas si j'ai répondu à toutes tes questions. Si, tu as répondu absolument à la question et effectivement, j'imagine que le 8 que tu nous as, partagé, c'est par rapport au profil d'investissement si on dit qu'on veut être en sécure ou plutôt audacieux, c'est ça? Oui, le profil 8 on est vraiment sur quelque chose de dynamique. Alors on est sur du côté, ben, plutôt bourse, hein, donc là, on va pas être sur le côté, évidemment, livret sécurisé. On va pas être non plus sur le côté, assurance vie placé en fonds euros. Là, on est sur quelque chose de, voilà, de beaucoup plus dynamique. Mais alors, quand on regarde les performances du passé sur les 50 dernières années, on est sur du 10 annuel, en fait, en placement. Évidemment, on ne sait pas ce qui va se passer par la suite, hein, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais c'est quand même un certain indicateur, en fait et de se dire finalement, peut-être que c'est quand même possible de, tu vois, de tendre vers ça, mais c'est par contre accepter le prix à payer. On est sur quelque chose de plus dynamique, donc peut-être à perte aussi. Ce que j'entends en soi dans ta méthode, donc entre ce qu'on vient de voir ensemble, mais aussi dans ton livre, c'est que oui, le chiffre d'affaires permet de pouvoir, augmenter, et bien, sa sécurité financière, de pouvoir, justement avoir un peu plus de mouvement. Ça fonctionne que si on se met en mouvement derrière et pas juste que si on est écureuil. C'est donc de pouvoir, avoir son livret d'épargne pour son, filet de sécurité, personnel selon nos besoins perso. C'est pouvoir, placer et investir et donc le placement et l'investissement, il y a et l'IMO et la bourse, et aussi comme tu l'as dit, et bien les assurances vie et cetera. Oui, c'est ça, hein, les assurances vie. Ouais, c'est les bourses, en fait, ouais. C'est en fait, quand tu as une assurance vie, en fait, tu peux dire que tu investis en bourse. OK, très bien. Donc grosso modo, c'est un petit peu ce triptyque-là, que tu mets un peu en avant sur ce qu'on vient de partager et dans ton livre. C'est ce que j'explique dans mon livre, là, c'est sur la troisième partie, c'est que j'explique la diversification, ce en quoi je crois et que je milite depuis plusieurs années, ce côté multi-revenus pour, que ça soit avec au sein même de l'entrepreneuriat avec l'immobilier et quand j'ai l'immobilier, c'est sous toutes ses formes, c'est pas que l'immobilier, pierre, on peut, aussi investir, autrement en immobilier et la bourse. Mais vraiment ce côté, je me donne, on va dire aussi cette sérénité financière, que ça soit à travers un filet de sécurité, que ça soit aussi à travers la diversification de revenus et puis, je leur ajoute aussi ce côté, je compte enfin, c'est pas que je contrôle, c'est que je maîtrise mieux mes chiffres, en fait. Tu vois? J'apprivoise beaucoup mieux mes chiffres, je les regarde, je suis au clair, je fais moins l'autruche, en fait et là, juste le fait d'être plus au clair avec ces chiffres, ça nous procure de la sérénité. Oui.
Et j'aimerais rebondir aussi donc là sur ce que tu viens de dire et aussi ce qu'on a abordé un petit peu au début d'épisode, c'est que, on peut parfois mettre toute la pression sur l'entreprise pour justement générer un certain montant de chiffre d'affaires en se disant qu'une fois qu'on l'a généré, tout ira mieux. Il n'empêche que non, pas forcément, parce que le tout ira mieux peut s'effondrer. Et donc quand on met tous nos œufs dans le même panier, effectivement, ça nous donne pas plus de sécurité financière, puisque c'est comme si on avait finalement qu'une table avec 3 pieds. Et puis si on a que, l'entreprise, bah, en fait sur la table, il y a peut-être qu'un seul pied, on est là à bout de bras à porter les autres. Donc oui, pour l'objectif de chiffre d'affaires à atteindre pour avoir sa rémunération, des charges, sa trésorerie, mettre de l'argent de côté aussi, enfin augmenter sa rémunération et cetera. Oui, mais ensuite c'est pas juste ça, c'est qu'en fait derrière et comme tu l'as dit, il y a d'autres choses à mettre en place pour, pas tout mettre au même endroit, que, comme tu l'as dit, si on a envie de s'arrêter, si on tombe malade, si peu importe, qu'il y ait des choses qui se passent autour de notre business, parce qu'on le dit souvent: «J'ai lancé mon activité pour être libre», puis finalement, en fait, on se retrouve enfermé dans sa propre boîte parce que tous les enjeux sont à l'intérieur, en fait. Exactement et puis je vois comme on est quand même très fragile en tant qu'entrepreneur. Je Au niveau de par exemple des dispositifs type, mutuelle et prévoyance, mais c'est alors je me suis plongée pour ce livre dans les chiffres, hein, de voir vraiment comprendre un peu la réalité. Au niveau mutuel, on est plutôt les entrepreneurs sont plutôt bien couvertes dans le sens où elles bénéficient souvent de la mutuelle du compagnon, si elles ont un compagnon. Mais par contre, au niveau prévoyance, catastrophe, en fait et on ne sait pas à quoi ça sert, en quoi ça peut nous aider. On se dit que c'est un coût en plus et qu'on n'est peut-être pas en capacité. Pourtant, c'est quand même un dispositif qui vient aussi nous protéger. Mais encore une fois, tu vois, on connaît pas tous ces dispositifs parce que, ben, la prévoyance en tant que telle, quand on est salarié, on la connaît pas forcément parce que c'est souvent, collectif, tu vois? C'est porté par l'entreprise, donc on n'a pas à le choisir. Et quand on est entrepreneur, là, par contre, on a des actions à prendre, mais on peut avoir tendance à voilà, à soit pas en avoir connaissance ou soit les oublier ou à reporter en se disant: «Quand j'aurai plus», quoi. Pourtant, c'est Oui. important aussi d'avoir C'est en très tête. important. Ouais, tu viens de le préciser parce que d'autant plus dans la prévoyance, il y a aussi l'objet de maintien de revenus et donc effectivement, c'est aussi se protéger dans le cadre même de son exercice et dans son entreprise et c'est hyper important. Mais ça, je pense que oui, il y a aussi ce truc de manque de connaissances, mais il y a aussi ce truc que et notamment quand on est en micro-entreprise, on est plutôt concentré sur les recettes et pas sur les dépenses et du coup, on est toujours un petit peu soit en investissement outil, soit, ça passe après parce qu'on n'a pas une vraie activité, une vraie structure, tu vois? C'est un peu le flou artistique. En fait, on se dit: «On n'a pas de rémunération», donc quelque part, on va pas se prendre une prévoyance pour maintenir sa rémunération si on en a pas, tu vois? Il y a ça, en fait. Oui, oui, c'est ça. C'est ça et c'est vrai que, je avec le recul évidemment que moi je m'en suis souciée qu'au moment où je suis passée en société parce que, bah, en plus d'avoir des charges, ça fait baisser ton impôt sur les sociétés donc finalement c'est assez intéressant d'un point de vue fiscal, tu vois? Tu te rends compte que, bah, tu peux dépenser un peu plus parce que c'est très bien de dépenser et autant que ça serve à des choses utiles notamment. Oui, mon contrat de mutuelle, c'est ma boîte qui le porte, ma prévoyance, je l'avais, je l'ai arrêtée, là faut que j'en reprenne une et je suis en train de revoir tout bien les choses correctement donc oui, oui, c'est hyper important mais c'est parce qu'il y a la posture et il y a ce truc de, quand je suis en entreprise individuelle et surtout en micro, bah, du coup, j'ai mon 34 d'abattement, forfaitaire, donc bon, c'est pas trop ce qu'il y a dedans. Quand tu passes au réel, tu prends un peu plus les trucs au sérieux parce que tu te rends compte qu'il faut bien tout typer et que, bah, du coup, c'est vraiment chargé au réel, donc c'est voilà. Mais quand tu es en société, genre juste, bah, les choses sont à un autre niveau, quoi, donc ouais. Donc toutes les personnes qui nous écoutent, n'attendez pas de passer en société ni au réel pour, prendre soin de vous et de dépenser de l'argent de façon, consciente, consciencieuse et efficace. L'abonnement de ChatGPT après votre mutuelle et prévoyance, s'il vous plaît. Quel punchline, j'avais encore jamais entendu, mais parfait. Je te l'offre, tu peux la prendre. On s'approche tout doucement de la fin. J'ai encore 2 petites questions pour toi. Si quelqu'un nous écoute et évidemment que j'espère que quelqu'un nous écoute aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui maintenant, mais en tout cas lors de la mise en ligne de cet épisode, c'est quoi le premier pas vraiment que tu conseilles? Au niveau des finances, du coup, j'imagine. Si vous n'êtes pas au clair déjà sur vos dépenses, en général, on est au clair sur ses revenus, hein, ça va très Oui, vite. ça marche. Ça, c'est bien. Je dis ça, souvent j'amène aussi même mes clientes à voir, les revenus sous forme des intérêts parce que, bah, c'est des revenus, sauf qu'on les voit pas parce que c'est des petits montants. Donc voilà, être au clair sur ses revenus, ça va vite. Être au clair sur ses dépenses, en fait. Dépenses perso, dépenses pro, parce que ça vous permettra après, en fait, d'enclencher: «OK, qu'est-ce que je peux épargner pour constituer mon filet de sécurité? Qu'est-ce que je peux épargner pour pouvoir investir pour la suite?» parce que
compris que la retraite, ça se prépare nanana maintenant, et cetera. C'est la base de tout, en fait. Si tu pas au clair sur ça, tu vas y aller, au doigt mouillé, en fait, mais sans vraiment savoir pourquoi certains mois, tu peux pas continuer à mettre autant. Bien sûr. Et ma dernière question, c'est quoi une relation saine à l'argent pour toi aujourd'hui? Je pense que pour moi, une relation saine, c'est une relation, apaisante. Je vois ça vraiment l'apaisement, la sérénité, la clarté. C'est tu vas me dire c'est à peu près la même chose, mais c'est ce que je vois, ce côté, je sens plus de crispation, quand en tout cas, j'en sens moins. Je suis pas sûre qu'on puisse vraiment se dire à un moment donné, «C'est bon, j'aurai plus jamais de problème avec l'argent» et que même si j'ai 0 € ou que je suis à -500 à découvert, je vais me sentir, parfaitement bien. C'est évident, en fait, qu'on passe par, tu vois, ce côté quand même un peu, montagne russe, émotionnel. C'est d'arriver vraiment à, tu vois, cette relation saine, c'est à comprendre que l'argent, pas prendre trop de place, en fait. C'est vraiment une ressource neutre et elle ne doit pas nous impacter autant, et voilà et nous permettre, en fait, de continuer à faire notre petit bonhomme de chemin, en de façon le plus apaisée possible. Bien, merci beaucoup Christelle. Est-ce qu'il y a, une information, une question que je t'ai pas posée, quelque chose que tu aimerais apporter en plus à ce qu'on a déjà dit ensemble? Je pense que j'ai à peu près tout dit. À la rigueur, je vais rajouter un mantra qui est pas forcément en lien direct avec l'argent, mais c'est quelque chose, moi, qui m'a beaucoup porté. D'ailleurs, je crois que c'est comme ça que je termine ce livre, parce que c'est pour moi une conviction, une vision qui m'a permis de tenir et de continuer à tenir dans les moments de coups de mou. Bah, si, je fais le lien avec les finances, dans les moments de justement de coups de mou, c'est que tout contribue à notre plus grand bien. Et quand je dis le tout, alors ça remonte, ça amène à une certaine croyance à plus haut, mais ça, pour moi, j'en suis profondément convaincue que tout va dans notre sens, en fait. Tout ne va pas contre nous et que bon, OK, il y a des moments qui peuvent être un peu plus compliqués dans notre vie, plus challengeants, mais on est soutenu, en fait, par plus haut et on n'est pas, tu vois, dans la lutte et dans le côté, tu vois, flagellation et cetera. C'est tout va bien se passer, en fait. Tu au bon endroit, en fait, et tu as des choses à apprendre, mais tu es pas seul. Merci pour ce mantra. Ton livre est sorti le 19 mars dernier, si je me trompe pas, donc Argent, entrepreneuriat au féminin, comment sortir des montagnes russes financières. Les gens qui nous regardent sur YouTube, eh ben, il y a le livre à l'écran. Sinon, le meilleur de tes liens sera en description de l'épisode. Là, on peut te retrouver et on peut aussi trouver le livre. Évidemment, et votre libraire tout à fait indépendant, on le retrouve. Ça fonctionne dans une librairie tout à fait normale. Voilà, moi j'ai eu un petit peu d'attente, mais parce que il était tout juste sorti, donc là, je pense que ça devrait aller un petit peu mieux, mais c'est normal. Écoute, on veut un sold out, en fait. On veut un sold out, on veut avoir une Mais liste d'attente. il y a eu rupture de Bah, voilà. stock, c'est ce que m'a dit ma maison. Bon, c'est un peu frustrant quand c'est une bonne nouvelle aussi. C'est une excellente nouvelle, vraiment. Je recommande ce livre à toutes, les entrepreneuses qui nous ont écoutées aujourd'hui. Le meilleur des liens seront du coup en description. Et pour le mot de la fin, je dirais que ce qu'il faut retenir de notre échange aujourd'hui, c'est que c'est pas tant une méthode à proprement parler, c'est plutôt une prise de conscience globale où l'idée, c'est pas de faire plus de chiffres pour faire plus de chiffres, mais c'est de pouvoir se dire: «D'accord, je génère de l'argent, comment est-ce que je peux en faire de la meilleure des façons, pour que j'arrête de le subir, mais plutôt que je puisse mieux le comprendre, mieux le piloter, mieux le regarder en face, parce que la stabilité ne vient pas que de ce qu'on gagne via son business, elle vient de tout ce que l'on met en place autour. On l'a déjà dit, on met pas les œufs dans le même panier. Pensez à votre table et à mettre les pieds dessous. Et voilà, changez de regard sur votre argent et pilotez, votre vie de la meilleure manière, possible, c'est-à-dire plus au doigt mouillé ni à l'aveugle, mais plutôt de façon consciente et puis si besoin, faites-vous accompagner, Christelle est là pour ça. Merci Justine. Merci à toi Christelle, tu reviens évidemment quand tu veux. Un autre livre alors. Ouais, carrément, mais pour, tout ce que tu veux. Merci. À très bientôt. Bye bye. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Tu es clairement dans le club des vrais. Si ça t'a fait du bien, fait réfléchir ou donner un peu d'élan, partage-le à une entrepreneur autour de toi. Tu peux aussi t'abonner, laisser un avis et des étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. C'est clairement le meilleur moyen de faire vivre Réveille ton bise. On se retrouve très vite dans le prochain épisode. D'ici là, prends soin de toi et de ton bise.
Bye bye.